Les enfants aujourd'hui, les petits, qui n'ont pas d'éducation. J'ai dit non, c'est les condamner dès le départ, quoi. Au fond, je ne suis pas mécontente de la vie que j'ai menée. Oui. Première perturbation pour moi, qui a perturbé aussi bien les enfants que les ménages, les foyers, les jeunes foyers, la journée continue. Pourquoi? Parce qu'on ne se retrouve plus à midi. Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2. Commandeur de l'Ordre national du Lion depuis 1978, Domundar, juriste de formation spécialisée en droit public, elle a fait partie de la première promotion d'étudiants de l'indépendance en 1961. Membre de l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale, cofondatrice de l'Association des femmes diplômées des universités, cofondatrice de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, elle cofonde l'Amicale des femmes juristes du Sénégal avec Tamaro Touré, Maïmouna Kane et Maître Mamadior Boy. Cette amicale deviendra plus tard l'Association des juristes sénégalaises. À la retraite depuis 1992, elle a été directrice des accidents du travail et maladies professionnelles de 1962 à 1970 à la Caisse de sécurité sociale. Conseiller technique dans le cabinet du Premier ministre Abdou Diouf de 1970 à 1972, première femme à avoir occupé ce poste, directeur de cabinet du président du Conseil économique et social Karim Gueye de 1972 à 1975, inspecteur de la fonction publique et du travail de 1985 à 1992, passionnée d'histoire et militante de la cause noire, Madeleine Deves Senghor est l'auteur de la traduction du récit de l'historien Décio Freitas intitulé La Révolution des Maliens. Ce travail, d'une grande puissance et qui contribue à la réhabilitation de notre histoire, est à saluer littérairement et très respectueusement. Elle est aussi artiste plasticienne et a été la première à introduire le collage textile dans les arts plastiques au Sénégal. Madeleine Deves Senghor, bienvenue dans Conversation féminine. Bien, merci beaucoup, Zoubida. C'est avec plaisir que vraiment je répondrai aux questions que vous voudrez bien me poser. Ça va être un plaisir pour moi. Je dois avouer qu'on a dû reprendre cet enregistrement parce que ceux qui nous suivent sont au courant. On a eu un crash de notre disque et cette conversation qu'on a eue ensemble fait partie des conversations que nous n'avons pas pu récupérer. Et donc, je suis en même temps mortifiée de ne pas avoir pu récupérer cette conversation, mais aussi heureuse de pouvoir m'adresser à nouveau à toi, Tata Madeleine, pour qu'on puisse discuter encore et encore, parce que je ne m'en lasse pas. La première conversation était magnifique, on va y aller encore. Et si je devais ouvrir, ce serait de te demander en vrai, qu'est-ce que tu rajouterais à ce que je viens de dire? Ah, ça c'est une question intéressante, sur laquelle d'ailleurs, qui m'a effleuré l'esprit il n'y a pas longtemps. Oui. Je, je n'ajouterai pas au sens propre du terme, je n'ajouterai pas quelque chose, mais je reviendrai un peu sur les débuts de ma vie professionnelle. Oui. Parce que j'ai donc commencé, bien qu'étant une formation de juriste en droit public, droit international public, parce que je voulais aller à l'international, j'ai pas, pour différentes raisons, je ne me suis pas orientée dans cette voie, mais comme on était tout à fait au premier jour de l'indépendance, on avait besoin de cadres. Il se trouvait que la Caisse de sécurité sociale avait besoin le directeur de la Caisse de sécurité sociale, M. Viltor, paix à son âme, a voulu sénégaliser les postes de responsabilité de cet organisme. Et il a dit, bon, il y a les jeunes étudiants, les jeunes qui sortent aujourd'hui de l'université, je vais m'adresser à eux et on va reprendre en main cet organisme. Et c'est comme ça que par différents liens, il est arrivé à moi. Et ma foi, je voulais travailler. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Alors, je suis donc rentrée dans cet organisme en tant chargée particulièrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. À l'époque, il y avait toutes les grandes sociétés, les grands organismes à Dakar, et on gérait 12 000 accidents du travail par an. Donc, ce qui n'était pas rien.
Mais le directeur a dit à la personne française que je devais ressembler, a dit voilà, que je devais remplacer. Il a dit voilà, c'est une jeune universitaire, elle sort de l'université, vous allez petit à petit lui passer le service. Bon, elle est devenue rouge comme un piment. Bref, ça a été un peu un choc, mais il lui a dit c'est comme ça, préparez-la. Elle est tout à fait apte à prendre en main cet important service. Et il a été attentif. Il venait, de temps en temps, il me faisait appeler dans ce bureau, il me demandait est-ce que ça va, Madeleine, est-ce que vous vous sentez prête à prendre le service? Je lui ai dit oui, il n'y a pas de raison. D'autant plus, et là je veux rendre un hommage au professeur Idrissa Pouye, à qui on a donné le nom d'un hôpital de Dakar, le CTO. Qui était donc le CTO, qui était donc mon médecin conseil. Parce que la prise en charge d'un accident du travail à partir d'une déclaration du travail faite par l'entreprise était soumise d'abord à l'avis du médecin conseil qui confrontait moi déjà je confrontais les circonstances d'accident et le certificat de constatation de blessure délivré par le médecin traitant, et je voyais si j'avais un doute, plus petit doute, j'envoyais au professeur Pouye. Donc on travaillait en symbiose. Et je dois dire que j'avais à l'époque une secrétaire, je rends aussi hommage, Emma Turpin, Madame Zidouemba, c'était ma secrétaire. En fait, on était 3. Et on a vraiment mis le paquet. Et la preuve de ça, c'est que nous avons pu, à un certain moment, le professeur Pouye a dit, mais pourquoi on continue à s'adresser aux médecins étrangers? Faisons nous-mêmes notre propre centre de traumatologie et puis nous allons nous-mêmes soigner nos malades. Exactement. Ça nous fait faire des économies. Et ça va nous faire parler aussi de la naissance de ce centre de traumato, du CTO. Voilà. Donc, il est parti faire une mission en France en particulier. Il avait déjà des organismes de ce type. Il a dit, on peut tout à fait le faire, et on a lancé donc ça. Mais ce qui est important de souligner, et ça j'y tiens beaucoup, c'est que comment a été financé? On ne s'est pas adressé. Exactement. Le CTO a été financé par les excédents de gestion des accidents du travail par la caisse. C'est nous-mêmes, c'est la caisse qui a financé le CTO. Les excédents de gestion, c'est quoi? C'est la différence entre les cotisations que payent les employeurs et les coûts. Donc, une gestion rigoureuse et serrée qui nous permettait de dégager des excédents de gestion. Et c'est avec les excédents de gestion des accidents du travail sur plusieurs années que M. Victor a décidé de créer, avec le professeur Pouye, a créé le centre de traumatologie. Oui. Ça, c'est une fierté pour nous. Oui, totalement. C'est une grande fierté pour nous. On gérait au franc près. Et à l'époque, M. Victor a dit, bon, ben maintenant qu'on a un peu d'argent, on va maintenant informatiser. Oui. Le premier établissement public qui a été informatisé, l'ordinateur, il faisait, je crois, 15 mètres de long sur combien de large, c'était un truc énorme. IBM, oui. Les premiers ordinateurs ont été amenés à la Caisse de sécurité sociale du Sénégal, payés Rubis-sur-Longue. Oui. Voilà. Donc, oui. Donc, ça, c'est une chose importante pour l'histoire de la sécurité sociale au Sénégal. C'est très important de revenir sur ça. Parce que moi, y compris, on a une profonde méconnaissance de ce qu'est la Caisse de sécurité sociale et de comment elle fonctionne en règle générale. Et même de la naissance des choses, comment est né, comment on a pu financer un hôpital, comment on peut faire pour construire telle ou telle autre chose. C'est important de pouvoir revenir sur ces pans d'histoire-là. Tu arrives à la Caisse de sécurité sociale, jeune femme. Vous étiez combien de femmes dans le service? Alors, moi, j'étais la seule. Parce qu'il a recruté 4 universitaires. Amadou Gueye, Madeleine Devez, Libas Diaye et Abdoul Nansikan. On était les 4 promotionnaires d'ailleurs. Oui. Il nous a confié les 4 organismes importants, les 4 structures importantes qui font la Caisse de sécurité sociale. Et Comment tu travaillais dans cet environnement-là? Est-ce que le fait d'être une femme a impacté ta manière de travailler ou ce que tu as pu rencontrer sur le terrain, ou tu n'as jamais été confrontée à des difficultés comme ça? Non, non, je n'ai jamais été confrontée. Non, non. Peut-être, je dis bien, et encore, je ne suis pas sûre, parce que déjà, c'est Mademoiselle Bré, c'était une Française qui avaient déjà affaire à une femme. Oui.
Mais moi, arrivant, ça n'a rien non, je changé. n'ai pas eu cette importance parce qu'on était professionnellement, je suis restée toujours très professionnelle. Et d'ailleurs, après, M. Viltor a continué. Et le dispensaire, la PMI, le dispensaire de la Caisse de Sécurité sociale, c'est aussi une femme une femme médecin, Eliane Douala Mangabel, qui était mariée au professeur Adrien Diop. Voilà. Exact. Lily. Oui, aussi, on travaillait, on était les deux seules femmes, enfin, qui occupaient des postes importants à la Caisse. À la Caisse. Voilà. Et comment on gère 12 000 accidents du travail sans informatique? Parce que pour moi, c'est totalement inimaginable. Et encore moi, c'est inimaginable, enfin, de pouvoir faire ça. Comment vous faisiez ça avec des registres, des fiches, des suivis, avant que IBM arrive avec sa machine qui fait 20 mètres de long? Oui. C'était une gestion. Alors, l'employeur établit ce qu'on appelle la déclaration d'accident du travail et il joint le certificat. Le travailleur va chez le médecin et il lui donne un certificat de constatation de blessure. Et ça, c'est transmis à la caisse. Tous les jours, je recevais, disons, peut-être entre 25 et 30 déclarations d'accident du travail que j'examinais. Mais il y avait aussi le personnel le service a été bien monté, je dois le reconnaître. Les commis liquidateurs, justement, moi, je faisais la prise en charge. Je décidais que c'est pris en charge, c'est bon. Si j'avais un doute, on soumettait au médecin conseil ou bien ça. Et ensuite, ça passait dans un circuit, dans un service où chacun faisait son boulot. Ah, mais attention, 8h midi, 2h30, 6h. Et s'il fallait rester pour mon travail, je restais jusqu'à 7-8 heures. Exact. Parce qu'en plus, j'habitais pas très loin. On était logé par la Caisse de Sécurité sociale. J'avais un petit studio pas loin de la caisse. Donc, voilà. Je n'ai pas souvenance d'avoir ressenti une charge de travail exceptionnelle. C'est l'organisation du service et la ponctualité et le sérieux dans le service qui, je pense, nous a sauvés. Mais je n'ai pas souvenir d'être 12 000 accidents du travail. Alors, une autre chose importante, c'est que le dossier, une fois qu'il était réglé, géré, tout ça et tout, on le mettait aux archives. On archivait le dossier. Et moi, à partir du mois de début novembre, je resoldais le dossier. C'est-à-dire, je reprenais tous les dossiers, je les réexaminais et qu'une fois de semaine, j'écrivais soldé et on l'a passé aux archives définitives. Si maintenant, ça me permettait de voir pourquoi certains n'avaient pas été, qu'est-ce qu'il y avait dû, pourquoi le dossier n'était pas conclu, n'était pas arrivé à bonne fin, là, on ressort le dossier et on voit pourquoi, si on n'a pas classé, on voit pourquoi et tout. Voilà, c'est comme ça. En parlant de ton passage à la Caisse de Sécurité sociale, on a parlé en même temps de la naissance du CTO. Oui. Et du coup, en parlant de la naissance du CTO, ça me permet de pouvoir parler d'autres naissances, de l'ASBEF par exemple. Oui. Comment l'ASBEF est né? Comment l'ASBEF est né? Oui. Parce que tu es cofondatrice de l'association sénégalaise pour le bien-être. Oui. D'où est venu le besoin? Qu'est-ce qui l'a impulsé? Comment ça a été créé pour qu'on ait... Ok, d'accord, voici l'ASBEF maintenant. L'ASBEF, la planification, on commençait à en parler. Sur le plan international, la planification familiale, il y avait déjà des résistances dans le pays pour des raisons. Les deux religions, catholiques et musulmanes, il y avait déjà beaucoup de résistance, mais il y a eu la conférence mondiale des femmes de Pékin, qui a été où on a pratiquement intimé l'ordre aux États, vraiment de créer l'IPPF, la Fédération internationale pour la planification familiale, a vraiment fait pression pour que chaque pays crée des associations nationales. D'accord. C'est ça. Et c'est à partir de là... C'est par l'international. Que c'est passé. Maintenant, des choses ont pu être appliquées parce que ça a passé par l'international. Et pourtant, on a toujours le même souci avec le protocole de Maputo où on a ratifié, on a ratifié le protocole de Maputo où on peut avorter en cas d'inceste ou de viol. Et pourtant, le Sénégal n'a toujours pas validé ce protocole, n'a toujours pas appliqué ce protocole qu'il a pour autant ratifié. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où on acceptait peut-être que les lois supranationales soient réellement appliquées et aujourd'hui on court encore derrière le fait de pouvoir juste faire appliquer certaines... Bon, oui, mais attention, quand on a créé l'ASBEF au Sénégal, ça n'a pas été... C'était pas rigolo. Je veux en savoir plus, Tata Madeleine.
Je veux vraiment en savoir plus. Là, je suis curieuse. Je commence à oublier un peu, mais ça grave, remonte on va tellement prendre loin. tout notre temps. Mais je sais veux que ça a comprendre. aidé petit à petit. Voilà, on est revenu à l'argent. C'est comme l'association des juristes. Toutes les associations de femmes, dès le départ, oh là là, bon, il y a quelques, comment dire, exaltés, entre guillemets, qui chose. Mais bon, il fallait tirer. Et puis bon, petit à petit, on a tapé sur la table et puis on a dit, bon, l'association, maintenant, on a trouvé un siège à l'association, on a organisé l'association, on a recruté du personnel, on a chose. Et là, maintenant, la mayonnaise est montée, si on peut dire. Mais à partir d'une organisation sur laquelle on veillait strictement. D'accord. Donc, du coup... Et puis nous, on était des bénévoles. Oui, mais oui, je comprends. En Dans le plus, on milieu était des associatif, bénévoles. oui. Oui. Mais je comprends. Du coup, quelque part, le fait de devoir continuer à se battre pour pouvoir faire appliquer des textes qui ont été ratifiés par ailleurs, c'est quelque chose aussi que vous avez pu connaître à votre niveau. Ah, mais bien sûr. Parce que j'ai l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent. Oui, moi jusqu'à présent aussi, j'ai l'impression qu'on continue à se battre contre des moulins à vent. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Il faut persévérer. Alors, il y en a qui se découragent. Mais tout d'un coup, il y a 2 ou 3 exaltés, folles, là, qui disent, bon, non, allez, on fonce dans le brouillard, quoi, comme on dit. Exact. C'est comme ça que ça marche. Par à-coup, tout d'un coup, il y a des à-coups qui sont donnés par des gens ou des circonstances, ou des autorités supérieures qui aussi adhèrent, qui poussent le projet et tout. Voilà, parce que moi, je vois, par exemple, quand on a créé l'association des juristes sénégalaises, l'amicale d'abord, l'association. Bon, moi, j'étais le directeur de cabinet du président Karim Gaye. Donc, il a fallu qu'on aille aux premières conférences. Les premières conférences, je me rappelle, c'était à Moscou. On n'avait pas d'argent, puisque nous, on n'avait pas d'argent. Alors, moi, je dis, bon, attendez, je vais voir le président. Je dis, président, voilà. Je lui explique, je lui montre ça, je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, bon, je vous félicite, c'est bien, je vous soutiens, je vais vous trouver les moyens, je vous ai donné 2 billets, parce qu'Andrésia et moi, on est partis à Moscou, comme ça. C'est comme ça que ça commence. On a quelques bonnes volontés, tout d'un coup, et puis le bon Dieu, tout d'un coup, te fait arriver quelqu'un qui sauve la situation, et c'est comme ça que ça démarre. Oui. C'est comme ça aussi, tout d'un coup, il y a des coups d'arrêt. Hein. Il ne faut pas savoir, quand c'est parti, ça va. Tout d'un coup, il y a des erreurs qui font. La situation, le contexte, puis ça redémarre, c'est comme ça. Oui. Comme ça que ça fonctionne. Je comprends. Oui. Si tu devais revisiter un petit peu tous ces soutiens que tu as pu ou vous avez pu recevoir en règle générale pour monter toutes ces associations, quel nom te viendrait en tête comme ça? Quel nom viendrait en tête? Bon, tu as dit Karim Gaye le président, déjà? Oui, le président Abdou Diouf aussi. Oui. Mais ça aussi, ce qui explique, bon, à part le président Karim Gaye, qui n'est pas de notre génération, mais Abdou et tout ça, on était à l'université ensemble, c'est ça le lien. Oui. C'est ça aussi, tout commence parce qu'on était tous sur la fac ensemble, on s'est retrouvés. Bon, je pense qu'il m'a demandé d'être venu à son conseil technique aussi. On s'est retrouvés. C'est son premier entourage quand il était nommé Premier ministre, c'était ses camarades proches d'université avec qui il avait gardé des liens. Oui. Ça a été ça le truc. Oui, et nous aussi, lui a croyé en nous et nous, on avait confiance en lui. On était contents qu'il nous ait fait confiance, qu'il nous ait appelés, qu'il nous ait pas oubliés et tout. Et on a fait cause commune, quoi. Je comprends. C'est ça, je pense, le truc qui fait que... Et ça aussi, pourquoi ça? Parce que aussi, on était peu nombreux. Je vous dis, moi, j'ai la photo là, 4e année de droit, section droit public, je suis la seule fille. Tu vois les filles aujourd'hui, quand je vois les filles, je leur tire tout le chapeau. Tu as vu? Alors, mais ça aussi, c'est une médaille. Elle a un point. Elle a quand même un point. Le point positif, c'est que on se connaissait tous, donc on s'est tous soutenus quand il fallait construire la nation. Les maçons auprès on s'était vus comme ça. Comme je t'ai dit, on commençait la fonction publique, c'était 60 000 francs par mois, avec une avance de solde de 40 000, jusqu'à ce que ton dossier soit régularisé par la fonction publique. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
Discuter avec toi, Tata Madeleine, tu sais ce que ça réveille chez moi? C'est cette nostalgie du temps que je n'ai pas connu. Mais je suis une vraie nostalgique des temps que je n'ai pas connus. Et tu veux les connaître. Et je veux les connaître. Absolument. Parce que je crois que c'est tout ce qui me reste. C'est lire des livres, regarder de vieux films et parler à des personnes qui l'ont vécu. Et Conversation féminine, c'est aussi ça. Et une de mes plus grandes curiosités, c'est comment on a construit, bâti jusqu'à arriver au code de la famille. Ça, c'est la chose que j'aurais voulu voir et je ne la verrai pas. Maïmouna Kane n'est plus là pour nous le raconter. Oui, paix à son âme. Paix à son âme. Oui. Quel en est ton souvenir de ces années-là où il a fallu mettre tout cela en œuvre et jusqu'à arriver à l'Assemblée nationale? Non, un souvenir exaltant, non, un souvenir extraordinaire. Mais c'est qu'on était peu nombreux. Oui. Aujourd'hui, ils sont des millions, ils sont des milliers. Comment, il n'y a plus cette, il y a plus cette proximité. D'abord, les problèmes, moi je crois qu'aujourd'hui, les problèmes que doivent affronter les jeunes, c'est des problèmes difficiles. C'est des problèmes difficiles. La société, comme j'ai l'occasion de le dire, la société est autre. Et puis, ce que je réfléchis d'ailleurs depuis un certain temps, ce que je pense, c'est que de notre temps, d'abord, 8h midi, 2h30, 6h. Donc, tu rentrais à la maison, tu déjeunais ou bien des choses, tu revenais, à 6h, tu descendais. Il y avait les cars GG, là, notamment devant le building. Ils rentraient pour le car GG, les gens rentraient chez eux. Première perturbation pour moi, qui a perturbé aussi bien les enfants que les ménages, les foyers, les jeunes foyers. La journée continue. Pourquoi? Parce qu'on ne se retrouve plus à midi. On ne se retrouve plus. On ne se retrouve. Tu vois, tu sors, après tu sors plus à 6 heures, tu sors au machin. Deuxièmement, mais c'est surtout ça, moi ce que je ressens par rapport, je sens une désorganisation, une dispersion aujourd'hui par rapport à ce que nous vivions à l'époque. Tu as vu? Je fais rétrospectivement, je me suis rappelé, tout était tellement régimenté, tellement réglementé. Tu as vu, mais bon, juste un exemple qui fait rigoler tout le monde, la robe du dimanche. Ah, tu avais ta robe du dimanche, hein? La robe du dimanche, que tu vas à la messe ou tu vas à la chose, mais tu sors, tu vas à un machin, tu as ta robe du dimanche. Tu rentres à la maison, tu enlèves ta robe, tu mets ton truc de maison. Tu vois, tout était tellement réglementé, alors qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que le temps n'est plus le même. La distribution du temps. Notamment, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que je plains, mais je pense que c'est difficile pour les jeunes foyers aujourd'hui. Un jeune foyer. Tu as vu? J'ai un neveu, par exemple, lui, il me disait que sa femme est banquière et lui, il est banquier. Oui. Bon. On a proposé à sa femme d'aller ouvrir la succursale d'une grande banque au Rwanda. On a dit, on a confiance en vous, on souhaiterait que ce soit vous. Vous êtes 5 candidats. Vous avez 48 heures pour nous répondre. Est-ce que vous voulez Pour combien de mois? Au minimum 6 mois, peut-être même 1 an, on voudrait que vous soyez là-bas jusqu'à ce que ça démarre bien. Ça implique quoi? Qu'il laisse son mari, elle laisse son mari, ses enfants, elle quitte tout, elle s'en va là-bas de l'autre côté de l'Afrique. Hein. Sinon, c'est un manque à gagner pour sa famille aussi. C'est toutes les conséquences qui en découlent. Heureusement que son mari a été compréhensif. Le petit, on l'a appelé, on lui a dit, il nous a dit non, les tatas, ne vous en faites pas. Qu'après, moi, je reste ici et je m'occupe des enfants. Elle n'a qu'à partir avec ma bénédiction. Mais il y en a d'autres, le dit non. Ou bien, il arrive, pendant que la dame est absente, il se passe des choses. Il se passe des choses, exactement. Vous voyez? Oui. Mais ça, de notre temps, ça ne pouvait pas exister. Tu as vu? Et du coup, tu penses que c'était beaucoup plus simple même de pouvoir mettre en place tous ces systèmes-là, de pouvoir bâtir, de pouvoir construire, de pouvoir arriver à ce code consensuel-là qui est le code de la famille, que de refaire ça maintenant? Si on devait refaire ça maintenant, ce serait plus dur ou pas? Parce que là, il y a pas mal de points sur le code de la famille qu'il faut qu'on aille revoir quand même. On est bien d'accord. Oui, je pense que ça serait plus dur.
Je pense que ça serait plus dur. Je pense que ça serait plus dur. C'est-à-dire, c'est la dispersion, tu vois, c'est la dispersion, c'est je sais pas comment dire ça, mais pour moi, la vie, elle est dispersée par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, quand j'en parle avec mon fils, il me dit, mais maman, ça, n'oublie pas qu'on est au 21e siècle. Hein. Ça, c'est l'évolution normale. Je dis oui, mais c'est l'évolution normale, c'est vrai, mais est-ce que c'est positif? Parce qu'on voit, les ménages des jeunes sont beaucoup perturbés aujourd'hui. Tu as vu? Et je suis féministe, mais je n'irai pas jusqu'à dire, mais je le dis quand même, est-ce que le féminisme, maintenant, est-ce que n'est pas arrivé à un point où il perturbe le foyer? Je vois. Tu as vu? Oui, je vois. Sans compter les histoires maintenant, les mariages homosexuels et les machins et tout ça. Oui. Tu as vu? Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça, on essaye de comprendre, mais... Oui, mais à mon sens, en fait, il y a eu... parce que sur ça, mon propos ne va pas forcément être comme le tien, mais parce que sur ça, je pense qu'il y a aussi dans notre société ce côté où on veut voir la société évoluer économiquement, financièrement, mais tout ce qui est les prérogatives, on va dire, ou les privilèges sociaux, que ce soit celui des hommes dans les familles, on ne veut pas que ça change. On veut rester totalement traditionnel, mais en vivant une vie du 21e siècle. Exactement. Moi, c'est ce que je pense. Je ne pense pas réellement que ce soit... Je ne pense pas du tout que ça ait un lien avec le féminisme en tant que tel, ou que ça ait un lien, on va dire, même avec avec les mariages. Mais c'est beaucoup plus le fait qu'on est OK tant qu'on parle d'émancipation financière, tant qu'on parle de développement, tant qu'on parle... Tout le monde est OK. Par contre, dès qu'on veut toucher à l'évolution, parce que quand on fait journée continue, Tata Madeleine, on ne peut pas togagne. Et on ne peut pas nous-mêmes préparer, on ne peut pas préparer le repas, on ne va pas servir le dîner, parce qu'on va rentrer peut-être plus tard, on va X, on va Y. Donc, c'est la société elle-même qui a évolué. Par contre, nous refusons que nos pratiques, évoluent. Et du coup, les femmes, comme toujours, comme d'habitude, nous nous retrouvons dans des positions qui sont instables. Exactement. Totalement instable, on nous reproche tout et n'importe quoi par rapport à cela. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est ça, effectivement. Donc, c'est pas simple. Hein? C'est pas simple pour toutes les femmes, que ce soit de ma génération ou même celles qui viennent derrière moi, de devoir essayer d'allier. Et je pense que d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est encore plus important de pouvoir continuer à porter ces voix-là, à porter ce combat-là, de faire en sorte que les choses puissent évoluer pour les femmes et pour toutes les minorités en règle générale. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a parlé de ton travail, on a parlé de la naissance de certaines des associations comme l'ASPEF, comme l'Amicale, d'abord l'Amicale des femmes juristes, mais des liens que tu as, parce que tu m'as dit vous n'étiez pas nombreux. Vous étiez un petit nombre et vous vous connaissiez tous. Et chaque fois que j'entends l'une de vous parler, ce que j'entends aussi, c'est le côté africain, pas seulement sénégalais. Parce que pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, on était guinéens, on était maliens, etc. Mais on vivait, travaillait au Sénégal et on a tous participé à bâtir cette nation-là, ce pays-là, mais dans une logique d'africanité. Je veux te rappeler, pour voir les femmes avec qui tu as lancé l'Amicale des juristes, qu'est-ce qu'elles étaient pour toi? Si je dis Tamaro Touré, qu'est-ce qu'elle représentait? Qu'est-ce qu'elle était pour toi? C'était mon alter ego, c'était ma sœur. Oui, parce qu'on était, nous, notre temps, l'université, c'était la UEF. Oui, l'autre jour même, j'ai reçu un coup de fil d'une amie, ça fait 38 ans qu'on ne s'était pas parlé. Quand même. Oui, béninoise. Quelqu'un par correspondance lui m'a donné mon numéro de téléphone. Elle est bien âgée, tout ça et tout, maintenant et tout. Vous êtes parlé. Il y avait des béninoises, il y avait beaucoup de maliennes, évidemment. C'était pas encore des Maliennes, c'était des Soudanaises. Exactement. Oui, on n'était pas encore mariés, c'était des Soudanaises. C'était pas des Béninois, c'était des Dahoméennes. C'était des Dahoméennes. C'était il y avait des Burkinabés. Oui, de la Haute-Volta. La Haute-Volta. Mais est-ce qu'il y avait de la Haute-Volta? Pas de femmes de Haute-Volta. Non, non. C'était plutôt les Soudanaises, les Dahoméennes, qui étaient de loin les plus nombreuses. Exact. Oui, qui étaient de loin les plus nombreuses. Et quand tu dis Tamaro Touré, c'était ton alter ego, tu vas aller plus loin? Vous avez fait SOS Village d'enfants?
Oui, Oui. mais d'abord, on a la même profession, on est inspecteur du travail toutes les deux. Oui. C'est ça, la même profession. Donc, on a déjà partagé la même profession, on a fait les mêmes études de droit, la même profession. En plus, on est resté, le circonstance fait qu'on est resté très proches. Donc, on a fait toute notre carrière ensemble, quoi. Et en même temps, donc, quand on a commencé à SOS, on a dit, bon, Madeleine, Tamaro, tout ça et tout, parce que c'était bénévole et tout. On avait nos ressources, nos moyens de vivre, donc on n'avait pas besoin de choses. On a travaillé bénévolement pour SOS. On a créé SOS. Et maintenant, on a SOS, Village d'enfants SOS, dans toutes les régions du Sénégal. Oui. Mame Madior Boye? Mame Madior, c'est pareil. Mame Madior, elle est 2 ans après nous. Oui. Madior. En plus, c'est une parente saint-louisienne à moi. En plus, Madior est venue après. On est restés très proches les unes des autres. On est restés toujours très proches. Maïmouna, c'est pareil. Maïmouna, quand elle ne pouvait pas, parce qu'elle s'est mariée, elle s'est mariée pendant qu'elle était étudiante. Et donc, c'était quand elle devait avoir ses enfants, ses grossesses et tout ça, c'est moi qui lui passais, je prenais cours, je lui passais mes cours. Oui. J'ai encore mes cahiers de cours, hein, parce qu'on écrivait tout. J'ai mes cahiers de cours. Je vous ai montré mes cahiers de cours. Non, ça, je vais les prendre en photo. Je vais vous montrer je vais mes prendre cahiers ça de en cours. photo. Oui, je lui passais mes cahiers de cours, donc ça lui permettait de suivre. On est restés toujours très, très proches. Oh oui. Non, on était peu nombreuses, donc on se serrait les coudes, quoi. Parce que c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. Qu'est-ce qui ne l'était pas? C'était pas évident parce que, bon, certainement, on n'était pas... bien que nous, on est restés toujours assez modestes, hein, mais il y en a qui trouvaient qu'on prenait un peu des grands airs et tout ça. On leur a dit non, on ne prenait pas des grands airs, mais bon, on a les capacités intellectuelles pour faire assumer ce poste. Et puis, il faut c'est la construction nationale. Il faut que les étrangers, les expatriés partent et qu'on prenne la place. Donc, c'est normal. Oui, bien sûr. C'est ça. Ouais. On a parlé de carrière. Oui. On a parlé de construction nationale. On a parlé de mouvement associatif. Ce dont on n'a pas parlé, c'est de ta vie tout court, de Madeleine Deves tout court. Oui. De qui est-elle? De? Qui es-tu, Madeleine Deves? Pas la professionnelle, pas du tout la professionnelle. Qui je suis? Oui. Alors, si vous regardez derrière là, vous avez toute ma généalogie qui est là derrière. Oui. Donc, moi, mon nom Deves vient d'une famille aristocratique de Bordeaux qui s'appelait les Deves de Belgrave, qui ont été ruinés par la Révolution française. Les rois, c'était les Graves, ce sont les vins de Bordeaux du Médoc, qui ont été ruinés par la Révolution française, qui a coupé la tête à tous les aristos. Donc, ils se sont trouvés comme ça et ils ont dit non. Ils ont décidé, les 3 frères, il y a 3 frères, en tout cas 2 dont je suis sûre, qui sont partis à la conquête du monde. Il fallait refaire la fortune. Celui-là, dans la photo ici, il s'est dirigé vers les Amériques. Et des Amériques, apparemment, ça n'a pas dû bien marcher. Il a retraversé l'Atlantique, il est arrivé à Saint-Louis. Il est arrivé à Saint-Louis et apparemment, il a reçu un accueil où il s'est senti chose. Il a donc fondé la maison Deves et Chaumet. Et il a eu un enfant, mariage à la mode du pays, avec Koumbel Ardoka. Voilà le premier métis qui est au-dessus. Vous voyez, il est légèrement métissé. C'est son fils, Gaspard Deves. Koumbel Ardoka, ce sont les cas du Djolof, les Peuls du Djolof. Gaspard, lui, s'est marié en seconde noce avec celle qui est à côté de vous là, qui s'appelle Fatma Daba Dagiseri Tamba Diop. C'est une Soninké de Bakel. Elle est fille de Tamba Diop et de Awa Souleymane Ndiaye, descendant de Diadian Ndiaye, roi du Djolof. Parce que ce sont les Djolof qui ont aidé, qui ont fondé, qui ont fait la ville de Bakel. D'ailleurs, il paraît qu'il y a encore toujours une maison, il y a encore écrit Deves et Chaumet à Bakel. Je n'ai même pas pu aller à Bakel jusqu'à présent, mais je ne désespère pas d'y aller. Avec lui, elle a eu 4 garçons et 2 filles dont les photos sont là. Dont le premier qui est là, en bas, qui est mon grand-père direct, Guillaume Deves. Pourquoi Guillaume Deves? Guillaume, pourquoi elle a appelé Guillaume? C'est intéressant de le dire, parce que avant d'épouser Fatma Daba,
il s'est toujours marié avec la fille de Guillaume Foy. Là, regarde le coussin. Maison Guillaume Foy. Voilà, la maison Guillaume Foy de Podor. Oui. Elle s'est mariée avec Guillaume Foy et elle est morte très jeune. Elle a eu une fille, Virginie Devès, qui est morte très jeune. Ouais. Donc, c'est là qu'il s'est remarié avec une Soninké, les familles métisses. Et donc, Guillaume, et lui, le premier, il porte le nom de Guillaume Foy. Parce que Guillaume Foy l'a beaucoup aidé à lancer ses affaires. Et donc, Guillaume, il a dit à son père que lui, il veut partir en France, il veut faire des études de médecin. J'ai encore le faire-part de naissance de mon père, où il y a écrit le docteur et Madame Guillaume Devès. Donc, il est parti et il est tombé amoureux d'une aristocrate qui s'appelait Marie-Louise de Barès du Mollard. Marie-Louise de Barès du Mollard, bon, ils se sont fréquentés, tout ça et tout. Et puis un jour, je crois qu'il a dit, bon, il faut qu'on aille voir les parents quand même, il faut qu'on te voie. Bon, ils arrivent, ils voient le gars là. Ils ont dit, pas de noir chez nous. Pas de noir chez nous. Bon, donc, c'est elle-même qui m'a raconté ça, parce que c'est elle qui nous a élevés une partie du temps. Son frère aîné, le vicomte Robert de Barès, a dit, bon, puisque c'est ça, c'est moi qui vais donner le consentement au mariage de ma sœur. Donc, ils se sont mariés, effectivement, à Paris. Mon père est né à Paris. Ils étaient très proches de Blaise Diagne, le député Blaise Diagne. Les Devès ont beaucoup aidé Blaise Diagne dans sa carrière de député. Quand Blaise Diagne a vu ça, a dit quoi? Alors, entre-temps, il est mort jeune, Guillaume. Il est mort jeune. Donc, ma grand-mère s'est retrouvée seule avec mon père. Un enfant métis, une blanche, à l'époque, 1906. Donc, Blaise Diagne a dit, non, Devès, non, tu rentres au Sénégal. Il y a une fortune qui est là-bas à régler encore jusqu'à présent. Donc, mon père est revenu avec sa maman au Sénégal et de là, il n'a plus bougé. C'est comme ça qu'il... Et donc, ta grand-mère est restée au Sénégal, elle l'a élevée seule? Oui, elle l'a élevé seule, elle a José. C'est son seul enfant? C'est son seul enfant. Mon père était fils unique. Eh bien. C'est son seul enfant. Et voilà, après, il a grandi, il a fait ses études ici, il a commencé à travailler, il s'est marié, on est né, voilà. Et d'où vient ta mère, du coup? Ma mère, c'est Floissac, la famille Floissac. Ici, tu as, voilà mon arrière-grand-mère paternelle, voilà mon arrière-grand-mère maternelle, Angélique Engrand. Oui. C'est la famille Engrand de Saint-Jean et tout ça. Voilà, Angélique Engrand. Voilà, ici, Henriette Boucher. Voilà sa fille qui est derrière, ma grand-mère à gauche, Henriette Boucher. Oui, Henriette Boucher. La voilà ici avec son mari. Et puis voilà ma maman qui est là. D'accord. Voilà, ma maman qui est là. Et ma maman qui était fille unique aussi. Ah, ton père, fils unique, a rencontré ma maman, ta maman, fille unique. Et vous êtes combien, vous, nés moi et ma sœur, on est deux filles. Ah, oui. Et mon père a rêvé d'avoir un garçon. Et ma mère avait elle a été une diabétique au dernier degré. À l'époque, on ne savait pas très bien combien le noyer. Et elle a perdu l'enfant. On lui a dit que c'était un garçon. Mon père a failli devenir fou. Ce qui fait que je suis la dernière des Devès. Il n'y a plus de Devès. C'est incroyable. Ouais. Je ne savais pas ça, par contre. C'est fini. Alors, j'ai demandé à mon mari, moi j'ai eu un fils, j'ai demandé à mon mari de bien vouloir, est-ce qu'il acceptait qu'on mette dans le nom de Bruno, Devès Senghor. Donc, il s'appelle Bruno Gaspard, il a repris le nom, Guillaume Devès Senghor. C'est comme ça qu'on sort. J'ai pu encore percer. Il m'a dit non, il n'y a aucun problème, Madeleine. Et il a mis ça. Et du coup, voilà, ça va perpétuer perpétuer le nom encore. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. En expliquant tout à l'heure ta famille, tu as dit en grande partie tu as été élevée par ta grand-mère. Oui, parce que ma mère est morte très jeune. Oui. Elle est morte à 36 ans. Mon père a été veuf à 40 ans et il ne s'est jamais remarié. Oui. Il ne s'est jamais remarié. Il nous a élevés dans le culte de notre mère. Je pense qu'il y a eu un grand amour entre eux ou quelque chose comme ça. Et mon mariage, il m'a dit, le plus grand cadeau que je te fais, je l'ai là d'ailleurs,
C'est sa photo de mariage quand il s'est marié ici à la cathédrale de Dakar. Oui, que j'avais vu Voilà, la c'est ça, vous avez dernière fois, montré. exactement. Voilà, c'est Ouais. ça. Ça a été une belle histoire et il ne s'est jamais remarié. Et du coup, comment il élève ces deux filles-là? Alors, il Au a, Sénégal, dans cette période-là, en principe, les hommes n'élèvent pas leurs enfants, il y n'élèvent avait pas ma des femmes. grand-mère, il y Il y avait avait sa ta grand... maman, Oui, il y avait sa maman. oui, Avec lui, il a qui s'est gardé. substitué à Qui la s'est- maman. à la maman, oui, Oui. c'est ça. Et Voilà, voilà. Et qui nous a donc élevés et vraiment avec beaucoup de... Alors, après, ma grand-mère est morte. Mhm. Et c'est lui qui a pris un peu le relais. Moi, on est déjà un peu grande, mais il a été extrêmement sévère avec nous. Un jour, je lui dis, papa, pourquoi tu es sévère avec moi? Avec Suzanne, ma petite sœur, il était un peu plus chose. Mais moi, c'était moi qu'il fallait. Alors, je lui dis, pourquoi tu es sévère comme ça avec moi? Il me dit, tu me remercieras un jour. Oui. Et effectivement, je le remercie. Et... Là, alors, il fallait le samedi. Il me dit, dis que dans la vie, il y a deux choses. Mhm. Si tu réussis ou tu ne réussis pas. En tout état de cause, apprends à gérer une maison. Mhm. Apprends à faire la cuisine. Apprends à tout faire. Mhm. Si tu as un mari, bon, au moins tu sauras faire. Si tu n'as pas de mari, tu pourras te débrouiller. Donc, moyennant quoi, même quand j'étais à la fac, le dimanche, c'est moi qui allais faire le marché à Kermel et qui faisais la cuisine le dimanche à la maison. À la maison. Pour apprendre le machin. Voilà le genre de truc, quoi. Oui. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est quelle place t'était destinée? Est-ce qu'il y a une place qui t'était destinée? Ton père, quand il façonnait ta vie de cette manière-là, en te disant ce qu'il fallait faire, etc., il te destinait à quoi? Avez-vous déjà eu cette conversation? Qu'est-ce qu'il voulait que tu deviennes plus tard, que tu sois, que tu fasses? J'ai l'impression, quand il m'a dit tu me remercieras un jour, parce qu'il m'a fait rater une première occasion. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Non. Quand j'ai terminé donc ma licence en droit, le représentant des Nations Unies, c'était juste le début de l'indépendance, était un Indien. Et il est venu, à juste titre, voir notre professeur, il est venu à la fac de droit de Dakar, parce que les Nations Unies voulaient recruter des Africains pour les premières missions des Nations Unies. Et il est venu, M. Kokatre Zildjian, qui était notre professeur responsable du droit international public, qui était ce que j'avais étudié. Et il est venu, il lui a dit, écoutez, voilà, on est prêt à recruter des jeunes étudiants qui ont terminé leurs études pour les amener aux Nations Unies, commencer à être les premiers cadres des Nations Unies, des pays africains. Donc, monsieur Kokatre Zildjian nous a désigné 3. Il va désigner moi et puis 2 autres. Je crois qu'il y avait Diaïté Yebou, je ne me souviens plus, un deuxième. Bon, donc... Moi, j'étais contente, mais alors je suis rentrée à la maison quand ça a été confirmé et tout. Il nous a dit, voilà, maintenant vous pouvez confirmer, c'est effectivement, si vous êtes prêt à partir, vous partez. Donc j'arrive à la maison, je dis à mon père, bon papa, une bonne nouvelle aujourd'hui. Comment c'est fait, Tabdidal? Tout d'un coup, il me dit quoi? Je lui dis, écoute, je lui explique. Il me dit, tu sais pas que les États-Unis, c'est le pays de la discrimination raciale? Mais si, je sais, mais on part aux Nations Unies pour être les premiers cadres des Nations Unies. Il m'a dit, non, je veux pas, tu ne pars pas. J'ai dit, quoi? Il me dit, tu ne pars pas, tu restes ici. Quand je suis venue redire à M. Kokatre Zildjian, dont j'ai la lettre encore jusqu'à présent, que je lui ai dit ça, il m'a dit, ah bon, votre père n'est pas... Il me dit, est-ce que vous ne voulez pas que je lui parle moi-même qu'ils agissent? Je lui ai dit, je pense que ça ne change rien, c'est une question de principe, il ne veut pas que je parte, Et je ne me vois pas, moi, actuellement, aujourd'hui, là où je suis, je ne me vois pas m'opposer à mon père. Donc, merci, c'est un autre qui a pris ma place. C'est comme ça que j'ai ma première expérience qui a été, mais le père a parlé, on s'exécute. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé de ça il y a une quinzaine d'années avec une amie. Il me dit, mais Madeleine, santal yàlla? Je dis, pourquoi santal yàlla? Il me dit, rappelle-toi, le premier secrétaire général des Nations Unies qui s'appelait M. Dag Hammarskjöld, où est-ce qu'il est mort? Quand il est parti au Congo, l'avion est tombé là-bas. Il y avait beaucoup de chances que vous seriez dans l'avion avec lui. Il partait déjà régler les problèmes du Congo. Et l'avion est tombé là-bas. Oui. Il y avait 90 chances sur 100 pour que vous soyez là-dedans.
Pourquoi vous n'auriez pas été l'accompagner où il va régler un problème dans un pays africain? Peut-être que c'était ça. C'est quelque chose. Comme Tu vois, ça. il me dit, il faut pas, ne te chose pas, n'en veux pas à personne. La vie, le grand, il est là-haut. C'est ça. Je dis, mais c'est vrai, au fond, tu n'as pas tort, peut-être. Hein. Peut-être que c'était ça. Peut-être que c'était ça, effectivement. En tout cas, ça m'a fait rester au bercail et du coup, je suis plus partie nulle part. Mais c'est toujours intéressant d'entendre cela, qu'à un certain moment, qu'on ait pu s'opposer à un choix, ne pas être d'accord, Oui. subir ce choix-là, Oui, puis après, à un moment, l'accepter et lui trouver peut-être même une explication qui Tout à puisse fait. être en cohérence. tout à fait. C'est toujours impressionnant Tout à à fait, chaque tout fois à que- fait. à chaque Et fois que j'entends ça. je crois, plus j'avance en âge, comme je dis pour résumer, le grand, il est là-haut. Mhm, En définitive, si tu dois passer là, mhm. et que toi, tu veux passer là, mais ne t'acharne pas à vouloir passer là. Si là, les événements te conduisent, va, suis. Mhm. Va Et tu y suivre le arriveras. chemin et tu verras qu'en définitive, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est un peu ça que, si je veux dire dans la vie, ce que la grande leçon que j'ai retirée de la vie, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas, non. Ton chemin, il est tracé. Qu'on le veuille ou pas, le grand, il est là-haut. Ton chemin est tracé. Et si tu passes là, c'est parce que tu dois faire telle bonne action ou des fois telle mauvaise action qui en définitive se révèle après. Tu as vu, des choses compliquées, mais en définitive, c'est ça ton destin. C'est ça le destin, je pense. Ok. Suivre son... Faut pas toujours s'obliger, se tempêter. Non, je veux passer par la rue Blanchot alors que le chemin le plus direct, c'est la rue Vincent. Aujourd'hui, Tu on as vu? dirait je dois sortir de ma zone de confort, c'est ça? Oui, oui. Non, je charrie, mais voilà, Oui, oui, ça c'est l'idée. ça. Exactement. C'est ça, oui. Tata Madeleine, on arrive à la fin. Mhm. Ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. J'ai toujours 2 questions avec lesquelles je ferme. Et là, c'est le dernier épisode de la saison Oui. 2. Donc, Oui. on va fermer. Oui. On a parlé de la place qui t'était assignée. Aujourd'hui, si tu dois regarder ta vie rétrospectivement, est-ce que tu considères que tu es à la place que tu as choisie toi? Ça, c'est une grande question. Je pourrais dire, au fond, je ne suis pas mécontente de la vie que j'ai menée. Oui, Voilà, je pourrais dire ça. oui. Tu as eu Non, je ne suis plusieurs pas... vies. Oui, j'ai eu plusieurs vies et puis, ma foi, assez agréables. Oui. Mais ça, je pense que je le dois à l'éducation que j'ai reçue. Mhm. C'est pourquoi quand je vois les enfants aujourd'hui, les petits, qui n'ont pas d'éducation, j'ai dit non, c'est les condamner dès le départ, quoi. Mm. Et notamment cette question des talibés, ça me tue. Je ne supporte plus. Non, je comprends ça. La question des talibés, ça me tue, ça. Je comprends ça parfaitement. Ça me tue, les petits. Je Les petits, ça comprends me tue. Parce que des fois, j'en ai 2 que j'ai identifiés là. Mhm. Ça y est, j'ai pu les amener vers le village SOS. Des intelligences. Des intelligences. Des enfants sensibles. Dès que tu as une petite manifestation d'attention à leur endroit, c'est comme si tu leur montrais le paradis. Mhm. En mal d'affection, de conseils. Mhm. Et je vois avec le fils de ma bonne là, Mhm. c'est exprès que je dis, laissez-elle. Le petit, une intelligence. Je pense qu'il sera, je touche du bois, mais il sera quelqu'un un jour. Inch'Allah. Parce qu'il a, tu vois, l'encadrement. Mhm. Maintenant, il est à l'école Stella Maris. Changement total. Mais il est dans des bonnes conditions, il est entouré, les trucs. Par rapport au petit talibé qui vient tous les jours ici, il pourrait être comme lui. Il est aussi intelligent que lui, aussi beau que lui, aussi... Moi, c'est ça aujourd'hui. Et je dis combien dans notre pays aujourd'hui. Parce que, tu vois, l'éducation traditionnelle, l'éducation d'autrefois, tu vois, de nos parents et de nos grands-parents, elle était dans un cadre familial, dans la famille, dans la maison. Même s'il y avait des pesanteurs sociales, des fois des rivalités à travers la polygamie, les choses, les machins, tout ça. Mais quand même, il y avait un cadre familial. Aujourd'hui, le cadre familial a éclaté. Mhm. Mhm. Il éclate de plus en plus. Et je regrette de le dire, mais je pense qu'il faut le dire, le travail des femmes. Non, Est-ce que le travail des Non, femmes... non. Non, c'est une question. Tu sais que c'est une question. Non, réfléchis. Oui, Réfléchis. mais Le travail des femmes. Non, je retourne Le en travail. arrière sur ça. Non, moi. je dis le travail des femmes. C'est une interrogation. Ouais. Non, ça a effleuré mon esprit, Exact. je ne peux pas vous le cacher. Oui.
Pourtant, il n'y a pas plus féministe que moi, bien sûr, mais ça serait criminel même de ma part de ne pas chose. Mais si tu analyses aujourd'hui, peut-être le travail des femmes et aussi les nouvelles manières de vivre, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus... La nouvelle manière de vivre. en adéquation avec tout cela et qu'on trouve du temps pour s'organiser, pour mieux s'organiser. Et quand tu parles justement d'encadrement et d'organisation, c'est de ça dont on parle. Pas forcément du travail des femmes ou du travail des hommes, mais de meilleures organisations sociales qui puissent nous permettre peut-être de pouvoir évoluer. On va aller sur la dernière question. Si tu avais 20 ans cette année, c'est ça la question. Si j'avais 20 ans cette année. Si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé savoir, dire, faire, être ou dire à cette version de toi? Comme si j'avais... Comme mes 20 ans, vraiment. Je suis née en 37, comme en 1957, justement, quand je sortais de l'université. Ça a été extraordinaire, une période extraordinaire. Je n'en demande pas plus que ça, parce que ça m'a amené aujourd'hui à être ce que je suis. Bon, pas trop réussi, mais quand même, il y a un petit peu de... si, c'est très réussi. Merci beaucoup, Tata Madeleine. Ça a été un réel plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Ça m'a rappelé de grands souvenirs. Merci d'avoir accepté mon invitation et de participer à cet épisode de Conversation féminine. Merci beaucoup. Merci bien.